Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du 19h. La terre a tremblé hier dans la région. 2 secousses ont notamment été ressenties, entraînant une cascade de réactions sur les réseaux sociaux notamment. Nous serons dans ce journal avec le géologue du CNRS, Christophe Larocque, pour répondre à toutes les questions que l'on se pose après cet épisode sismique. De nouveaux logements domaniaux viennent d'être attribués récemment. Nous avons suivi une visite organisée pour les futurs habitants de la résidence Emeria, l'occasion de rappeler les modalités d'attribution des logements domaniaux. Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board, sera notre deuxième invité alors que s'est tenue aujourd'hui l'Assemblée générale du MEB. Il nous dévoilera les grands projets de la Chambre de commerce monégasque pour 2025. À découvrir également dans ce journal le point presse avant la rencontre d'Euroleague entre Monaco et Fenerbahçe, ainsi que le forum des universités étrangères pour guider les futurs bacheliers dans leur poursuite d'études. Ça a fait beaucoup parler depuis hier soir, mardi à 18h45, puis à 22h25. 2 secousses ont été enregistrées dans la région. Nombreux sont ceux qui ont senti la terre bouger et ont entendu aussi comme un bruit d'explosion. Les tremblements de terre sont redoutés car nous nous trouvons dans une zone à risque, mais un risque relatif, va nous expliquer le géologue Christophe Larocque du CNRS à Sophia Antipolis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très concrètement, que s'est-il passé hier soir? Une secousse et des répliques qui se sont enchaînées derrière? Oui, alors effectivement, il y a eu un tremblement de terre hier qui a été bien ressenti dans une grande partie de la région. L'épicentre du séisme étant situé entre Coaraz et Contes, donc une quinzaine de kilomètres au-dessus de Nice, dans la vallée du Paillon. La secousse a été bien ressentie, elle n'était pas très très forte, mais elle a duré quelques 3 à 4 secondes. Elle a été accompagnée dans de nombreux endroits par un bruit qui a été signalé par plusieurs témoins de la chose, un bruit de type explosion ou de type grondement un petit peu plus sourd, suivant les endroits où se trouvaient les gens. Mais cette activité, que signifie-t-elle? Car vous avez dû le lire, l'entendre. C'est bien sûr toujours source d'angoisse pour le grand public. Oui, bien sûr, quand on ressent un tremblement de terre, on en a régulièrement sur la côte d'Azur et dans l'arrière-pays qui sont ressentis tous les 5 ans à peu près. On a un séisme qui est ressenti, soit dans l'arrière-pays, dans la vallée de l'Ubaye, soit sur le littoral. Donc c'est quelque chose de régulier. Malgré tout, ça reste évidemment inquiétant. Celui-là est un tremblement de terre modéré qui est un 4 phénomène... de magnitude, 3,8, c'est beaucoup ou pas? Non, c'est pas beaucoup. C'est suffisant pour être ressenti par la population. Ça dépasse largement ce que nous, on enregistre tous les jours avec nos capteurs. On a des capteurs, des sismomètres qui sont extrêmement sensibles, qui enregistrent tous les micro-séismes qui se produisent tous les jours et que la population ne ressent pas. Là, on sort clairement de ce cadre-là. On a un séisme dont la magnitude est de 4, donc elle est suffisante pour être largement ressentie par la population et c'est quelque chose qui se produit encore une fois toutes les quelques années, 5 ans, 8 ans. Christophe Larocque, on le sait, nous sommes dans une région qui est vulnérable, plus vulnérable que d'autres, en tout cas en matière d'activité sismique. Alors nous ne sommes pas sur la faille de San Andreas, en Californie, mais quel est le risque réel dans notre région, même si tout, bien sûr, n'est pas prévisible ? Oui, alors ça, c'est vraiment une chose importante parce qu'il y a beaucoup de bruit qui court et qui court très vite. Vous faites bien de le signaler. Effectivement, nous sommes dans une des régions à risque du territoire hexagonal, c'est clair. Le sud-est de la France est une des régions les plus sismiques que l'on ait en France métropolitaine, mais on n'est pas du tout dans le cas de la faille de San Andreas. On a de nouveau réentendu à propos du séisme qui est là, qui vient de se produire, que l'on attendait le Big One. Alors pas du tout. Le Big One, c'est une expression qui a été popularisée par les Californiens qui attendent malheureusement un séisme de magnitude de l'ordre de 8 sur cette très grande faille qu'est la faille de San Andreas et qui pourrait se produire dans des zones très peuplées comme la ville de Los Angeles ou de San Francisco. On n'est pas du tout dans ce cas-là. On attend
effectivement dans notre zone des séismes qui pourraient être destructeurs. On en a connu dans le passé, dans l'histoire, hein, en février 1887, en juillet 1564, dans la vallée de la Vésubie. On a connu des séismes qui ont fait des destructions importantes à l'échelle régionale, qui ont entraîné malheureusement des décès, hein, plus de 600 morts en 1887. Donc ce sont des événements vraiment très importants, mais qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins étendus que ce que l'on attend quand on parle de Big One. Il est possible que cela bouge encore dans les jours qui viennent, on peut s'y attendre ? Oui, alors on est a priori dans le cadre d'une séquence sismique classique que l'on connaît sur la région, avec un choc principal qui est le premier choc qui a été ressenti hier. Il est, comme on l'observe régulièrement, suivi par des répliques. Ce choc, on les appelle répliques parce qu'elles se produisent après. Il y a une réplique forte qui a été bien ressentie hier par la population vers 22h30 de mémoire. La magnitude était de 3,3 et elle a été encore une fois bien ressentie. Normalement, le niveau des répliques devrait diminuer. On va en avoir encore pendant quelques jours. Il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas une réplique un petit peu plus forte qui soit de nouveau ressentie par la population, mais il devrait quand même y en avoir de moins en moins. Si on se trouve bien dans le cadre d'une séquence standard, comme vous le savez, on n'est pas capable de prévoir les séismes, on observe les choses et on diagnostique a posteriori, malheureusement, pour le moment en tout cas, mais a priori, on se trouve dans le cadre d'une séquence standard, donc le nombre de répliques et leur intensité devraient diminuer. Bien écoutez, merci beaucoup Christophe Larocque pour toutes ces explications qui sont les bienvenues. Et on l'a entendu aussi surtout à souligner ce message quand même qui permet de relativiser. On n'attend pas de Big One dans la région. Merci d'avoir été notre invité alors que plusieurs secousses ont été ressenties hier dans la journée dans la région. Au revoir. Il y a quelques jours, les bonnes nouvelles arrivaient pour des Monégasques en attente de logements domaniaux. Les attributions ont été rendues publiques et les premières visites ont débuté. Direction de l'habitat et administration des domaines travaillent ensemble pour accompagner les Monégasques qui ont la possibilité de s'installer dans un appartement des domaines. Comment sont attribués ces logements? Quels sont les critères à respecter? Toutes les explications dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre et Jean-Alexandre Dordet. Ici, on arrive sur une cuisine toute équipée. Vous avez tout l'électroménager inclus, plaque de cuisson, le four. Aujourd'hui, ce couple de retraités visite l'appartement qui lui a été attribué par la commission d'attribution des logements. À Monaco, il y a les logements privés et les logements du parc domanial, propriété de l'État. Seuls les Monégasques peuvent prétendre à un logement du parc domanial. Pour ce faire, ils doivent candidater auprès de la direction de l'habitat lors d'une commission d'attribution. La commission d'attribution des logements est constituée du Conseil national, de la mairie et d'autres entités gouvernementales. C'est elle qui sélectionne les candidats selon un nombre de points. On répartit les gens par typologie d'appartements, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Ensuite, la direction de l'habitat, sur la base des éléments du dossier, calcule un nombre de points. Ce nombre de points, il est fixé par arrêté ministériel, c'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques du foyer, des revenus et un certain nombre d'attributs, et ce sont ces dossiers que nous présentons à la commission. En parallèle, l'administration des domaines indique le nombre de logements disponibles au sein du parc domanial et c'est ainsi que les attributions sont faites. Ici, la commission d'attribution concerne les logements d'une partie de la résidence Emera. Il y a eu 322 candidats à l'attribution, nous en avons attribué 194. Beaucoup de candidats ont précisé dans quel quartier ils souhaitaient être attributaires. Et comme les domaines ont mis à disposition un large panel d'appartements sur tout le territoire, nous avons pu satisfaire plus de 85% des souhaits de localisation des candidats. Techniquement, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'items à remplir, il ne faut pas se tromper, mais globalement, ça s'est bien passé. On a été bien aidés par la direction de l'habitat. Et là, on est très content de visiter cette résidence qui est vraiment superbe, très claire et qui nous plaît beaucoup. C'est ensuite l'administration des domaines qui prend le relais pour assurer la continuité des dossiers de chaque attributaire. L'administration des domaines participe aux visites. Donc on va pouvoir renseigner les attributaires sur les démarches qu'ils vont devoir faire par la suite
Pour ce faire, on leur remet un petit livret. Une fois que le bail est signé, nous allons accompagner l'occupant, alors qu'il soit locataire ou qu'il soit titulaire d'un contrat habitation-capitalisation, tout au long de son occupation. Donc en fonction des démarches qu'il voudra réaliser, s'il veut réaliser des travaux par exemple au sein de son logement, il devra s'adresser à l'administration des domaines. Il n'y a qu'une seule commission d'attribution de logements par an. Autre alternative, les échanges d'appartements qui peuvent se faire tout au long de l'année. L'année dernière, 63 foyers ont trouvé un appartement grâce aux échanges. Et aujourd'hui, sur le registre des échanges, nous avons un peu plus de 140 logements disponibles. Si vous souhaitez attendre la prochaine commission d'attribution, sachez qu'elle se fera au premier trimestre 2026. Elle concernera le bloc C de la résidence Emera ainsi que des logements de restitution. Un petit coup de pouce pour les élèves de terminale qui sont en pleine réflexion sur leur poursuite d'études après le bac. Il y a ceux qui peaufinent leur dossier Parcoursup avant la validation définitive des dossiers le 2 avril. Et puis il y a ceux qui voient loin, beaucoup plus loin, et ont pour projet d'intégrer l'an prochain ou dans quelques années des universités étrangères. Pour les aider dans leur choix, le Forum des universités étrangères était organisé aujourd'hui à l'initiative de l'Association des parents d'élèves de Monaco. C'est un reportage à l'Auditorium Régnier 3 de Frédéric Elion et Arnaud Humbert. C'est la question qui peut être stressante aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Que faire après le lycée? Vers quel cursus s'orienter? Pour les aider dans ce choix crucial, l'Association des parents d'élèves de Monaco a organisé ce mercredi à l'Auditorium Régnier 3 la 2e édition du Forum des universités étrangères de Monaco. On a 16 universités top en Europe où les enfants peuvent étudier en anglais sans être en Angleterre ni aux États-Unis et qui donnent la majeure opportunité des offres qu'aujourd'hui on peut présenter aux enfants. On a vraiment tous les choix possibles, et surtout les enfants ils demandent de partir en Italie et en Espagne. Business et management sont les plus demandés, mais on a vraiment pour tout le monde leur choix. Toute la journée, de 9h à 18h, plus de 300 élèves des classes de première et de seconde des lycées FANB et Albert Ier sont venus rencontrer les représentants d'universités internationales. Moi, je suis en première à Albert Ier et je suis venue ici pour trouver une opportunité et pour vraiment une ouverture d'esprit sur les autres universités, que même si les spécialités ne sont pas les miennes, mais pour voir vraiment les autres opportunités si elles sont ouvertes à moi. J'ai pas trop encore d'idée de ce que je veux faire, du coup c'est un peu pour essayer de comprendre un peu ce que je veux faire aussi pour voir les universités à l'étranger. Partir à l'étranger, c'est pas quelque chose qui te fait peur, au contraire, ça t'intéresserait? Non, ça m'intéresserait parce que je parle très bien l'anglais, du coup je pense que c'est une opportunité que je devrais prendre. Cette journée aura été riche en informations et en échanges pour tous ces jeunes étudiants qui repartent de l'Auditorium Régnier 3 avec des réponses concernant leur avenir. Djaïli Amadou Amal, femme de lettres camerounaise, vient de faire étape à Monaco pour rencontrer des lycéens. L'auteur était invité dans 14 classes de la Principauté. Chaque année, la DENJS organise des rencontres littéraires avec des auteurs contemporains. L'écrivaine a notamment pu évoquer son roman « Les Impatientes », étudié par les élèves. Une rencontre tournée vers la question des droits des femmes. Reportage sur les bancs de l'école d'Alban Jean-Jambre et Camille Caloni, deux très bonnes élèves. Une dédicace pour ancrer une rencontre avec Djaïli Amadou Amal. Les lycéens de la Principauté ont pu échanger sur ce roman étudié en classe, Les Impatientes. Le livre retrace le destin de 3 femmes du Sahel victimes de discrimination. Les droits des femmes étaient au cœur de l'échange, un sujet qui parle à la jeune génération. En Europe, on doit être très reconnaissant de la sororité qu'on a et de l'entraide qu'on a entre les femmes qui n'est pas présente de partout. Là, on a parlé d'Afrique subsaharienne, mais c'est pas que là-bas. Je trouve que c'était vraiment touchant comment elle dit que de sa propre expérience, alors que bien que tous ses camarades de l'école primaire avaient 4 ou 5 enfants, qu'elle a réussi grâce à juste un agenda d'écrire et grâce à la lecture de se libérer de tout ça. Le récit des Impatientes s'inspire du vécu de celle qui l'a écrit.
Le roman est récompensé par le prix Goncourt des lycéens en 2020 et il fait de Djaïli Amadou Amal la première auteure africaine à avoir atteint la finale de la sélection du Goncourt. Quand je commence à écrire, j'étais dans une phase très difficile de ma vie. Je venais de subir le mariage forcé. Je pense que c'est l'instinct de survie qui fait que je me mets à écrire. Je me rends compte que je vomis sur le papier toute la haine, toute la colère, les ressentiments que j'éprouvais et que ça me fait du bien. Il s'est passé pratiquement 10 ans avant que j'ose montrer les textes que j'avais écrits. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que si je restais là et que je ne faisais rien, mes filles allaient subir la même chose. C'est cette prise de conscience qui m'a donné la force d'abord de quitter un mari violent, de me prendre en charge, mais aussi de ne plus me taire. En publiant ses écrits, Djaïli Amadou Amal a sauvé ses filles. Elle espère sauver d'autres filles en continuant à écrire. Le Monaco Economic Board repartira bientôt en mission. Les entrepreneurs monégasques vont partir à la conquête de marchés hongrois la semaine prochaine. Mais avant cela, était organisée aujourd'hui la traditionnelle Assemblée Générale annuelle du MEB. Nous sommes avec son directeur général exécutif. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Patricia. Le Monaco Economic Board tenait aujourd'hui son Assemblée Générale annuelle. C'est l'heure des comptes, c'est une grande réunion de famille, c'est un peu tout cela, l'Assemblée Générale ? C'est tout cela, c'est nos 638 membres qui se réunissent une fois l'an pour entendre notre bilan, pour entendre ce qui s'est passé l'année précédente et puis pour entendre nos projets pour l'année en cours. Donc c'est un petit peu la grand-messe, l'Assemblée Générale, qui est suivie ensuite d'un rendez-vous des adhérents, c'est-à-dire de l'ensemble des forces vives entrepreneuriales de la Principauté qui vont se rencontrer, échanger, faire du business ensemble, projeter. Enfin bref, c'est une mécanique extrêmement positive. Oui, ce sont des rendez-vous toujours privilégiés, ces rendez-vous des adhérents. Vous l'avez dit, 600 membres, c'est un nombre croissant. Il y a toujours plus d'entreprises qui vous rejoignent au sein du Monaco Economic Board. Il faut savoir que depuis 2019, en comptant la terrible crise du Covid de 2020-2021, depuis 2019, nous avons pris 20% d'adhérents de plus. Donc il y a de plus en plus d'entreprises en Principauté qui souhaitent adhérer au Monaco Economic Board et pour nous, la Chambre de commerce, évidemment, c'est pain béni, puisque plus il y a d'entreprises monégasques au sein de cette Chambre de commerce, plus elles peuvent faire de commerce ensemble, plus on peut leur offrir de services, et plus on enrichit notre offre à la fois et notre puissance vis-à-vis des autres chambres de commerce dans le monde. Donc pour nous, plus nous avons d'entreprises membres, mieux c'est. Oui, plus 20%, c'est effectivement un chiffre significatif. Qui peut devenir adhérent ? Vous avez des membres de tous horizons en matière d'entrepreneuriat, hein ? Ah oui, il faut savoir que ça va, disons, de la petite entreprise en nom personnel, par exemple un traducteur, jusqu'à la SBM Offshore et la SBM Société des Bains de Mer. Donc on a vraiment toutes les gammes, tous les secteurs d'abord sont représentés. Nous avons énormément de secteurs à Monaco. Et ce qui ressort de tout ça, de nos membres, c'est très majoritairement, Monaco est un tissu de PME, ce que ne savent pas toujours les gens. Les petites et moyennes entreprises ou même les micro-entreprises sont légion et c'est plutôt un très bon signe parce que c'est un grand signe de dynamisme économique et on a surtout, ce qui me rend très fier pour moi, ces 20%, ils viennent en particulier des jeunes, des start-up, des gens qui attendent justement de s'intégrer dans cet environnement économique monégasque. Et quelles seront les grandes lignes du programme 2025 du MEB? Alors il y a une mission notamment qui arrive dès la semaine prochaine. Tout à fait, nous partons à Budapest en fin de semaine et ensuite nous allons enchaîner avec Abu Dhabi puisque le Moyen-Orient c'est très important pour nos entreprises et puis la grosse mission bien sûr ce sera une destination très long courrier puisque c'est le Japon, nous serons à Osaka et nous serons à Tokyo autour de l'exposition universelle avec la collaboration de l'ambassadeur, mais aussi avec la collaboration de Pavillon Monaco. Donc ça va être une grosse mission et nous avons été étonnés. Déjà, plus de 28 entreprises, on a signé la 28e entreprise ce matin, 28 entreprises partent avec nous au Japon, ce qui fait quand même, étant donné les coûts de déplacement, ce qui fait un très grand nombre d'entreprises. On va arriver avec une vraie task force au Japon pour la journée nationale et donc nous sommes très fiers de dire que ce sera le point d'orgue de l'année. Oui, là
ce sera à la fin du mois de juin. Vous avez parlé également du Moyen-Orient, Budapest la semaine prochaine. Pourquoi avoir choisi ces destinations tout particulièrement? Et qu'est-ce qui vous a guidé au cours des dernières années pour choisir les régions du monde où il est pertinent de se rendre et tenter de développer des échanges économiques? Effectivement, l'un des principaux challenges du Monaco Economic Board, c'est de définir où est-ce que nous irons, où est-ce que nous allons nous rendre. Il s'agit de se baser sur la fois d'études macroéconomiques, mais aussi des liens qu'entretiennent certaines de nos sociétés avec certains pays, et puis aussi dans le cadre de relations diplomatiques. Et puis à Abu Dhabi, ça s'inscrit dans un cadre moyen-oriental. De plus en plus, face à l'incertitude du monde, le Monaco Economic Board se réfugie vers quelque chose qui est très intéressant et qui pousse en permanence et qui s'intéresse beaucoup à nous, qui est le Moyen-Orient. Alors nous irons aussi en Arabie Saoudite en fin d'année et nous allons déjà à Abu Dhabi, là dans un mois et demi, au mois d'avril, parce que le Moyen-Orient, c'est vraiment une destination de plus en plus prisée pour nous et on connaît beaucoup d'entreprises qui ont déjà signé des contrats lors de nos derniers voyages, notamment en Arabie Saoudite, et qui sont maintenant intéressées de se tourner vers les Émirats Arabes Unis et vers Abu Dhabi, qui en est la capitale économique et culturelle. Oui, donc vous incarnez cet élan pour soutenir les entreprises monégasques. Et puis ce sera ma dernière question. En toile de fond aussi, l'objectif c'est de contribuer à l'attractivité de Monaco en faisant découvrir au monde que la principauté est une place idéale pour faire des affaires. Exactement. Quelque part, l'image de Monaco est à double tranchant. Monaco fait rêver, il n'y a aucun doute sur ce point. Monaco, c'est aussi un hub d'affaires, situé idéalement en Europe du Sud. Et c'est ça qui fait la grande force de Monaco, un pays tout petit, avec une économie très forte et très diversifiée, et avec une diversité sans pareil. Et on vous souhaite encore beaucoup de succès à tous en 2025. Merci Guillaume Rose d'avoir été notre invité alors que se tenait aujourd'hui l'Assemblée Générale du MEB. Merci beaucoup Patricia. Ils partent, eux, à la conquête du plus prestigieux trophée européen. Les basketteurs monégasques seront opposés demain soir au redoutable Fenerbahçe, actuel deuxième du classement d'Euroleague. S'ils veulent entrer dans le top 4 pour avoir le choix du terrain lors des phases finales, ils n'ont d'autre choix que de gagner. Je vous propose d'écouter Mike James et l'entraîneur Vassilis Spanoulis avant cette rencontre déterminante. Very important game tomorrow for our team, and we practice very good the last 2 days, and I expect from my players to step up to tomorrow's game and show what kind of team we are. Yeah, it's the end of the season, so all these games kind of have a little bit more weight on them, a little less margin for error. So obviously we need to win. I imagine they want to win too, just to keep their spot in the standings. So, you know, it's going to be a tough game. You know, for me, if we are second, third, fourth, first, fourth, fifth, sixth, doesn't matter. Doesn't matter and never matter also when I was a player. For me, the most important is to find your shape and to put from inside your best in the right timing. And that's why we practice and that's why we talk and that's why we see videos to improve and to make big wins and to step up our psychology in the right timing. Monaco-Fenerbahçe, ce sera demain soir, jeudi à 19 h. Nous restons à la salle Gaston Médecin et en marge de cette rencontre d'Euroleague qui se prépare, des membres de Special Olympics Monaco ont rencontré hier l'un des basketteurs emblématiques de la Roca Team. Il est venu les entraîner et jouer avec eux, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Et c'est le géant lituanien Donatas Motiejunas avec ses 2,13 m qui s'est prêté au jeu. Dimo est devenu le temps d'un après-midi le coach de Special Olympics dans le cadre du programme One Team. En résumé, les équipes d'Euroleague doivent s'associer avec des organisations locales comme Special Olympics pour promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité, ce qui n'est pas forcément mis en pratique dans les autres clubs. En revanche, la Roca Team se fait un point d'honneur de développer ces moments de partage avec ces personnes en situation de handicap intellectuel. Il s'agit de la 4e séance sur les 8 prévues cette année avec une thématique différente à chaque fois. Aujourd'hui, on fait passion et motivation. Donc c'est tout autour bien sûr de l'équipe. C'est essayer de travailler. Le basket, c'est un sport qui se joue en équipe. Et donc on veut transmettre les valeurs du sport et du basket à ces athlètes du coup de Special Olympics.
Après Mam Jaité, Georgios Papagiannis et Vito Brown, c'est Donatas Moteyounas qui s'est mêlé avec plaisir à cette équipe de Special Olympics. My grandfather was teaching me since I'm a kid to be a good and kind person, and for me, I think to give back to the society, to the community is one of the most important things. So I think it's crucial to show the good example, what it means to be a part of the community, what to be a part of these type of events. Après quelques exercices, cet entraînement s'est terminé par un petit match de basket avec Donatas Moteyounas, ce qui a ravi les membres de Special Olympics. Il est très sympathique, très cool et il nous apprend plein de choses pour faire du basket. On est en train de faire un match entre nous, ça nous plaît. En plus avec Donatas, ça nous apprend comment il faut jouer en basket. C'était bien, c'est bien marrant. J'ai marqué un panier là-dessus juste maintenant là. Moi je suis très content. Prochain rendez-vous entre Special Olympics et la Roca Team, les athlètes qui ont représenté dignement la principauté lors des Jeux mondiaux d'hiver la semaine dernière seront mis à l'honneur dans la salle Gaston Médecin lors du match contre Nanterre à la mi-temps le 5 avril. Une mise à l'honneur bien méritée, vous avez pu suivre leurs exploits à Turin dans nos journaux tout au long de la semaine dernière. Dans l'actualité en bref, ce concours organisé conjointement par la Direction des Affaires culturelles et la Direction de l'aménagement urbain, intitulé « Dessine-moi un jardin », il s'agit de créer des massifs fleuris sur le thème « Voyager au cœur de l'art ». Attention, il ne vous reste plus que jusqu'à demain pour vous inscrire et c'est le 26 avril prochain que les participants pourront aménager un massif fleuri installé dans chaque quartier. Ils seront guidés par un membre de l'équipe de l'ADO qui mettra à leur disposition les végétaux et les outils nécessaires à la réalisation de leur création. À l'issue de cette journée, les participants seront invités à entretenir leur massif et auront le plaisir de voir évoluer leur œuvre au fil des semaines, tout comme les habitants et les visiteurs de la Principauté qui pourront profiter de cet embellissement des espaces verts de la Principauté. Passons à votre chronique du mercredi, ceux qui font Monaco. Nous retrouvons Christina Petit-Hommel devant l'une des enseignes, ou plutôt dans le hall de l'immeuble où se trouve le commerce mis en lumière aujourd'hui. Pour ceux qui font Monaco, je me trouve aujourd'hui à l'intérieur du palais de la Scala pour vous révéler un petit secret spécialement pour vous, messieurs. Alors, est-ce que vous savez qui se trouve au deuxième étage du palais de la Scala? Eh bien, il y a Mr. Wu. Alors, vous allez me dire, mais qui est Mr. Wu? Mr. Wu s'occupe de vous tailler la barbe, de vous couper les cheveux ou de vous prodiguer des massages. En bref, Mr. Wu s'occupe de votre bien-être. Écoutez-le. L'histoire de Mr. Wu, c'est simplement de porter un bon moment pour les clients. C'est en philosophie. Ça fait depuis 25 ans que je suis dans les cheveux, dans les barbes. Et donc, pour moi, c'est important. Autre que garder et porter le styling à les clients, c'est de donner à lui vraiment un moment de stop, de relax. On a la privacy, on travaille tout seul, donc les clients, il est tranquille, il n'y a pas d'autres clients, il n'y a pas de... Voilà, simplement, on est entre deux, s'il veut parler, il parle, s'il veut dormir, il dort. Pourquoi j'ai des clients qui dorment aussi quand je fais la barbe. Donc, voilà, ça c'est pourquoi il est né Mr. Wu. C'est surtout pour la qualité. Donc, sûr que je cherche plutôt, par exemple, les shampoings sans les laisses, les parabènes, tout ça. Et donc, c'est surtout porter un produit que ça donne vraiment un bon résultat à les clients. Voilà, je fais les cheveux, je suis quand même coiffeur. Et je fais barbe à l'ancien, donc avec les rasoirs, avec la serviette chaude et tout, et avec les savons. Et l'entretien de la barbe, donc un peu tous les styles, dégradé, barbe classique, donc court, un peu tous les styles, voilà. Donc. Et on fait aussi des soins visage pour purifier un peu la peau. Et là, ça va sortir un nouveau projet, plutôt avec l'utilisation de l'huile essentielle, donc utiliser l'aromathérapie pour même des traitements pour le cuir chevelu, la peau, et porter encore plus un bon moment pour les clients. Alors si vous aussi, vous avez besoin de bien-être et envie de vous faire chouchouter, eh bien il suffit tout simplement de prendre votre téléphone et de réserver ou alors d'aller sur le site internet www.mrwu.mc. Ici,
On vous accueille du mardi au samedi. Vous n'allez pas me faire la barbe? Pas la barbe, mais peut-être un bon petit massage. C'est sur cette idée détente et soin que nous refermons ce journal. Le Kids Tour de la SMFC faisait étape aujourd'hui à Menton. Nous y étions, vous allez le découvrir dans les photos de fin d'édition, signé Manuel Vitali. Et nous y reviendrons également dans le journal de jeudi 19h. À demain sur Monaco Info pour un nouveau journal. Dans un court instant, la météo. Très belle soirée à vous. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, jeudi, de belles éclaircies sont attendues dans le courant de la matinée, puis le ciel va se couvrir progressivement au fil de la journée avec pas mal de nuages, mais pas de pluie. Attention au vent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 14 l'après-midi. Jeudi 20 mars, ce sera la fin officielle de l'hiver et donc le début du printemps. Logique donc que le 20 mars soit aussi la journée mondiale du bonheur avec l'arrivée des beaux jours. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.